Les débats avec vous en direct toute la semaine sur Sud Radio. On est ensemble et nous allons commenter l'actualité avec Jérôme Dubus. Bonjour. Membre de La République En Marche. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous avez également publié, vous venez tout juste de publier l'excellent Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. C'est aux éditions du Cerf. Il y reste quelques jours avant Noël. Précipitez-vous dans une librairie pour l'offrir à tous les passionnés de politique. Non, je le pense sincèrement parce que vous êtes... Pardon ? Il pourrait nous l'offrir. Oui, vous savez, quand on a un ami, en général, on achète ses livres parce que ça fait marcher l'édition et que voilà, c'est bien aussi d'acheter les livres. Et toc. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. On va parler encore un petit peu du Covid quand même. Pas de nouvelles restrictions, mais une accélération de la mise en place du pass vaccinal. Certains disent que c'est un pari du gouvernement. Le gouvernement avance pas à pas, mais c'est vrai qu'hier, on parlait d'un pass en entreprise qui visiblement semble s'éloigner, en tout cas pour le moment. Et puis le virus Omicron qui va être de plus en plus contagieux, mais il semble qu'il n'y ait pas de corrélation avec la hausse du nombre d'entrées à l'hôpital. C'est en tout cas ce qu'on observe en Angleterre. Éric Zemmour hier qui a lancé un appel aux maires de France. Il craint de ne pas avoir ses 500 parrainages. Faut-il réformer le système ? On va en reparler avec vous. Et puis Claude Guéant passera Noël en prison. Je voulais qu'on évoque le cas de Claude Guéant. Tous les hommes sont égaux normalement devant la justice. Là, le juge a estimé, vous savez que Claude Guéant a remboursé ses dettes, mais le juge a estimé qu'il ne revisiterait pas le dossier avant le 19 janvier. On parlera de tous ces sujets avec vous. On va commencer peut-être avec vous, Arnaud. Vous aimez bien nous recommander des livres qui vous ont plu. Oui, justement, moi je vais faire de la promotion pour les auteurs et pour les livres. Alors j'ai découvert un livre qui a été publié l'année dernière, en octobre 2020, par un historien de la police, qui est prof d'histoire émérite, Jean-Marc Berlière, qui a publié chez Perrin, dans les fameuses collections Histoire de Perrin, un livre qui s'appelle Les grandes affaires criminelles, du Moyen-Âge à nos jours, où c'est un collectif, il y a à peu près une vingtaine de textes avec une vingtaine d'auteurs universitaires, pour la plupart, qui revisitent en fait un certain nombre de grandes affaires criminelles. Alors on commence avec Gilles de Rais au Moyen-Âge pour ensuite passer au Sir Papin, pardon, excusez-moi, au Sir Papin, au Mans, l'assassinat de Jacques Roseau, plus récemment en 1993 à Montpellier. C'est un gros travail d'archives qui est effectué. C'est intéressant parce que bien évidemment on se replonge dans ces affaires et dans leurs énigmes et leurs violences évidemment, mais c'est aussi très intéressant parce que ça nous dit quelque chose sur l'évolution par exemple de la sanction, sur l'évolution de la notion de crime au cours du temps, sur la sensibilité d'une époque. Donc le regard d'historiens qui sont aussi des enquêteurs. Il ne faut jamais oublier qu'un historien, c'est un enquêteur, c'est quelqu'un qui, finalement, se coltine à l'épreuve des archives. Cet ouvrage est très intéressant et il nous fait aborder, finalement, ces affaires qui sont toutes des affaires célèbres avec un autre regard. Donc, je le conseille. Ça a été publié l'année dernière, en octobre 1980, et c'est aux éditions Perrin, Les grandes affaires criminelles, sous la direction de Jean-Marc Berlière, qui est un spécialiste de l'histoire de la police, entre autres. Voilà. Bon, écoutez, on prend note. Effectivement, les éditions Perrin que je salue, on en parle souvent dans les coups de cœur des libraires qui ont des ouvrages de grande qualité et accessibles et facilement accessibles au grand public. Jean-Luc Benamias, c'est toujours le même coup de gueule, mais je trouve que vous avez raison d'enfoncer le clou, comme on dit. Oui, je m'en excuse auprès des auditeurs et auditrices. L'histoire de la grève des poubelles à Marseille et la non-gestion du ramassage continue. On nous parle à chaque fois d'accords qui sont signés entre la métropole de Marseille et environ et les différentes formations syndicales. Puis on s'aperçoit que non, en fait, c'est pas signé, c'est presque signé. Et donc on y revient. Et j'ai encore lu ce matin dans le quotidien local La Provence
régionale de la Provence, qu'effectivement, non, c'est pas totalement. Bon, la grève est soi-disant arrêtée. Si vous circulez dans Marseille, c'est nettement plus que pénible, c'est même atroce, selon les quartiers, évidemment. Mais dans des quartiers, il y a des tonnes encore et des tonnes de poubelles. Ce qui veut dire d'ailleurs que, globalement, pour ramasser un tel retard, il faut des jours et des jours. Voilà, c'est une histoire sans fin. Et on voit des images, on a pu voir des images qui sont absolument terrifiantes. J'en publie une par jour sur Twitter, des poubelles qui sont près de chez moi. Je vois que d'autres Marseillais, et même des journalistes marseillais, et heureusement d'ailleurs, en publient aussi. En fait, c'est insensé parce que on annonce encore malheureusement de la pluie ce week-end sur Marseille. Tout le monde revient à ce que ça veut dire derrière. Voilà. Mais où est-ce que ça coince? Où est-ce que ça coince? Vas-y, excusez-moi. Non, vas-y, je voulais savoir où ça coince, pourquoi ça ne se règle pas? Parce qu'on n'arrive jamais à mettre autour de la même table la préfecture, la métropole, même la mairie, même si elle est indirectement concernée, mais elle est concernée par les dégâts, et l'ensemble des syndicats. Et dire maintenant, on se met autour de la table, ça va prendre 2 jours, 3 jours, et on finalise, on signe, on passe un accord. Voilà, ça me rend malade parce que je connais à peu près le système quand même. Globalement, c'est du domaine du faisable si on veut aboutir. Valérie. On n'a plus Valérie. Retour au débat, pardon pour ce petit bug technique. On est ensemble avec Jérôme Dubus, Jean-Luc Benamias, Arnaud Benedetti, Alexandre Malafaille. Quelqu'un voulait réagir à ce que disait Jean-Luc Benamias, Arnaud Benedetti sur ce qui se passe à Marseille? Non, mais comme le dit Jean-Luc, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une histoire sans fin, que les municipalités se succèdent et que finalement, ça ne cesse pas. C'est assez surprenant et certainement très désagréable pour les riverains. On compatit. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est pas mal non plus, hein, la propreté de la ville. Oui, c'est pas la même chose. Ouais. Oui, Alexandre? La ville de Paris, on en parlait en off, là, mais c'est vrai que la ville de Paris, si on voulait à un moment donné mettre un terme à la gestion de Madame Hidalgo, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il en avait l'opportunité, il ne l'a pas fait. Qu'on pouvait mettre la ville de Paris sous tutelle compte tenu de cette... Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, non, alors attendez, laissez finir Alexandre. Non. Voilà, et juste pour revenir sur Marseille, ce qui est déplorable, c'est qu'on a vu ce que ça pouvait avoir comme conséquence lorsqu'il y a eu les inondations, et on a vu les rivières et les mers remplis des tonnes et des tonnes de poubelles qui n'étaient pas ramassées. Je veux dire que ça devrait servir de leçon pour qu'à un moment donné, on règle ce problème et qu'on ait une ville qui est quand même la 2e ville de France qui soit digne de sa réputation, de son image et puis du respect qu'elle doit à ses habitants. Ouais. Mais c'est pas, Alexandre, juste, excuse-moi, c'est pas la mairie, hein, c'est la métropole. Oui, je sais. La mairie n'a pas, malheureusement, la mairie peut gueuler, mais c'est pas elle qui a la maîtrise des négociations. Ils peuvent être à côté. Jean-Luc, si je peux dire un mot. Si je peux dire un mot. Allez-y, Jérôme Dubus. Sur l'affaire de Marseille, quand la mairie avait la responsabilité de la collecte et du nettoyage des rues, sous Gaston Defferre, avant la création de la métropole, c'était la même chose. Donc il ne faut pas dire que c'est la cause de la métropole. Il y a 40 ans. C'est exactement la même chose. On avait des grandes grèves, je me souviens. Il allait voir EFO, qui était le syndicat principal de la fonction publique et de la collectivité. Ça se réglait par des augmentations de salaire, mais ça n'allait pas plus loin. Bon, aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a un système qui est en place à Marseille qu'il faut détruire, qu'il faut remettre en cause. Je n'ai pas l'impression que cette municipalité veuille le faire. Je n'ai pas l'impression non plus que la métropole veuille le faire. Quant à Paris, ce qu'a dit Alexandre n'est pas tout à fait exact. Il n'a jamais été question de mettre Paris sous tutelle, ça n'existe pas. On ne met pas des collectivités locales sous tutelle. Ou alors il faut des indices extrêmement graves, ce qui n'est pas le cas à Paris. Il y a eu une autorisation qui a été donnée par l'État de faire en sorte que les bailleurs sociaux payent à Paris des loyers, c'est un peu compliqué techniquement, je m'en excuse, des loyers de capitalisation qui sont anticipés, ils devaient être payés par ces bailleurs sociaux à la ville sur 50 ans, ils ont été mis sur 10 ans, donc la ville encaisse des recettes qui sont effectivement en anticipation, ce qui a permis d'équilibrer son budget. Et si elle n'avait pas eu ces recettes, elle aurait fait autre chose. Elle était obligée de faire des économies.
Et en aucun cas, il n'a été mettre une collectivité locale comme Paris sous tutelle. Ça, c'est une fable, excusez-moi. C'est une fable. Oui, mais enfin, il a été question de mettre Paris sous tutelle pour des questions de gestion et ça n'a visiblement pas été fait. Ça fait plusieurs années que Bercy renouvelle à la ville de Paris son autorisation d'avoir ce montage qui est une forme de cavalerie et de fuite en avant, parce qu'en effet, la ville de Paris encaisse 10 ans, 20 ans, 30 ans de loyer d'avance, et donc après, elle va se retrouver avec des manques à gagner, et c'est tout ça pour financer une ville qui n'est pas bien tenue, qui est avec des chantiers partout, mais qui n'arrive pas à avancer. Des rues qui sont transformées en coronapistes, mais qui sont toujours pavées de trucs en béton jaune, et tout ça n'est pas terminé. C'est une gestion qui est calamiteuse, et il faut le dire. Et c'est pour ça que c'est on est bien d'accord. Jamais été question de tutelle. Voilà. Il faut dire très clairement les choses. Il n'a jamais été question de tutelle. Enfin, que la gestion soit exécrable depuis 2001. Pardon, Rachida Dati a entamé que le service. Non. L'État a pour la dernière fois de. Bon, on a un problème avec votre connexion. Voilà, Jérôme, on vous entend assez mal. De Paris pendant des années. Allez, on va marquer une pause. Oui, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. C'est l'heure du journal. On va parler des décisions ou plutôt des non-décisions annoncées par le gouvernement. On va parler des 500 signatures d'Éric Zemmour qui peinent à les rassembler. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est en direct. Vous savez que vous pouvez intervenir si vous le souhaitez dans notre débat 0826 300 300 et on est ensemble jusqu'à midi avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur. Alors je précise pour un auditeur qui dit j'écoute pas parce qu'il y a un professeur à la Sorbonne. Alors tous les professeurs à la Sorbonne ne sont pas, oui c'est formidable. Non mais je voulais préciser que professeur à la Sorbonne n'est pas une étiquette politique non plus. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur, tout seul, de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jérôme Dubus, membre de la République en marche. Et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. On va parler, écoutez, du Covid, de ce variant Omicron qui arrive, qui va être beaucoup plus contagieux, visiblement moins dangereux. Le gouvernement ne prévoit pas de restrictions pour l'instant, on va en parler. Éric Zemmour craint de ne pas avoir ses 500 parrainages. Est-ce qu'il faut réformer ce système? Et puis Claude Guéant passera Noël en prison. Est-ce que vous estimez que c'est un acharnement? On y revient avec vous dans un petit instant. On continue notre tour de table. Jérôme Dubus, on vient de l'entendre dans le flash, dans le journal. Le chlordécone, les victimes du chlordécone pourront être indemnisées. C'était votre coup de cœur. Oui, voilà, c'est un coup de cœur et ça fera plaisir, je crois, à Jean-Luc Benamias, parce qu'il s'est beaucoup battu pour ce sujet-là. En effet, pendant des années, les gouvernements ont ignoré ce qui se passait dans les Antilles françaises. Je rappelle que ce chlordécone a été utilisé, qui est un pesticide, qui a été utilisé dans les bananeraies, dans les Antilles françaises. Alors pas seulement, mais de manière extrêmement forte et violente, et de manière très prolongée, beaucoup plus que dans les autres pays, à la Guadeloupe et à la Martinique. On l'a utilisé entre 1972 et 1993, et on a retrouvé des stocks de chlordécone jusqu'au début des années 2000, dans un certain nombre de bananeraies, donc il était encore utilisé, en tout cas on n'avait pas détruit ces stocks, et ça a créé effectivement un certain nombre de maladies, puisqu'on considère que 90% de la population adulte des deux îles ont été soumis ou atteints par ce chlordécone et par, évidemment, les maladies qu'il crée. Alors, c'est quand même une très bonne nouvelle aujourd'hui, puisque ça a mis, je crois, 30 ans pour qu'on reconnaisse que les cancers de la prostate qui étaient liés au chlordécone sont des maladies professionnelles et donc ouvrent à indemnisation. Donc il y a un fonds d'indemnisation qui a été créé en 2020 et qui va permettre d'indemniser, alors on ne sait pas très bien, entre 1 000 et 20 000 euros, donc c'est bon, ça reste imprécis parce que les demandes ne sont pas encore arrivées, ou commencent à arriver. Et en tout cas, le fonds d'indemnisation est créé. Alors ça évidemment, ça ne répare pas toutes les conséquences écologiques et environnementales qui ont été créées par l'utilisation massive de ce pesticide, notamment la pollution des eaux, la pollution des sols,
La pollution des animaux, la pollution des plantes, bref, c'est une catastrophe écologique et un scandale environnemental, comme l'a dit Emmanuel Macron. Et moi, je me félicite ce matin qu'on ait réussi à créer ce fonds d'indemnisation et à reconnaître comme maladie professionnelle ces cancers liés à la prostate. Oui, faut rappeler que le chlordécone, moi j'ai lu un petit peu sur le sujet, c'est les Martiniquais, les Guadeloupéens qui ont demandé à pouvoir utiliser ce pesticide. C'est les syndicats dans les bananeraies qui ont demandé à pouvoir y avoir droit alors qu'il était interdit ailleurs. Il faut aussi le préciser. Valérie, Jean-Luc. Oui, enfin pas tout à fait. Les syndicats professionnels, pas les syndicats de salariés. Non, pas les syndicats de salariés, non. Que les syndicats professionnels. Ceci explique. Moi, je m'en réjouis. Si ça peut aboutir, ça va être encore long. Je m'en réjouis. Mais quand même, ceci explique ce qui se passe aux Antilles, aux Guadeloupe et en Martinique ces dernières années, pas uniquement cette dernière période. La crédibilité des positions politiques et pas uniquement de ce gouvernement, pas uniquement de ce président, est mise à mal par rapport à tout cela. Alors, on est en train peut-être d'aboutir par rapport au chlordécone. Je laisse, malheureusement, mais Jérôme l'a dit en partie, les traces de chlordécone, vous en avez pour des années. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est bien, et après, la dépollution de ce genre de produits est extrêmement longue et extrêmement lente. Oui. Je rappelle que les États-Unis ont interdit le chlordécone, donc l'utilisation de ce pesticide, dès 1976. Donc on a quasiment, par rapport aux États-Unis, alors que c'était les mêmes études, c'était les mêmes conséquences sur la population et sur l'environnement, on a 20 ans de retard par rapport aux États-Unis. C'est absolument invraisemblable. Et juste un point, apparemment, il y a une grande partie des archives au ministère de l'Agriculture concernant ce dossier, de 1900 à peu près, je crois, 1976 jusqu'à 1990, qui ont disparu. Donc c'est quand même là aussi, à mon sens, le signe... une responsabilité d'État qui est tout à fait intéressante. Alexandre Malafaille. C'est que malheureusement, quand l'État se trompe ou quand l'État a laissé faire ou quand l'État a couvert pour des raisons diverses et variées quelque chose qui est aussi grave que ça, l'État a beaucoup de mal à admettre sa responsabilité. Et ça dure très longtemps et les conséquences sont extrêmement fâcheuses. À la fois sur un plan, bien sûr, pour les populations sanitaires, mais c'est gravissime. On devrait, je dirais, à un moment donné, se retourner contre la puissance publique pour dire vous avez été mal intentionné et ce qu'on aurait pu faire en quelques années, histoire de préserver la santé et de s'analyser vite, le faire au bout de 30 ans, alors que combien sont décédés, combien sont partis en n'ayant jamais été réparés du préjudice qu'ils ont subi. C'est absolument honteux. Et j'espère que dans d'autres sujets sur lesquels il est question de la santé des Français, on n'aura pas un jour de telles démarches par rapport à ce qui est en train de se passer. Bon, on va pas extrapoler. Réjouissons-nous de ce qui s'est passé. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Ça a mis des années à être fait. Bien Bravo sûr, pour ce mais vous avez raison. mais Valérie a raison sur un point. C'est que quand on regarde ce qui s'est passé sur les demandes effectivement locales, les syndicats professionnels, les élus, un certain nombre d'élus, ont fait pression pendant des années sur le gouvernement et sur les ministres de l'Agriculture, je pense notamment à Jean-Pierre Soisson en 1993, pour continuer à autoriser, Henri Nallet également, qui était ministre de l'Agriculture, pour continuer à autoriser l'utilisation de ce pesticide. Oui, parce qu'il était interdit en France en 90 et c'est des dérogations qui ont été accordées à la suite des demandes des différents... Il y a eu des pressions sur les ministres de l'Agriculture successifs, il y a eu des lobbies qui se sont organisés sur ce sujet, là Alexandre a parfaitement raison, voilà, donc tout ça doit être tiré au clair. Allez, Alexandre Malafaille, votre coup de gueule ou coup de cœur? Alors c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un coup de cœur. Et c'est simplement pour dire à toutes les collectivités, les villes de France qui ont décidé de maintenir la tradition du sapin de Noël. Je les félicite parce que cette présence de beaux sapins sur les places des villages ou parfois dans les halls des mairies, c'est sympa, c'est un message de paix. Et certaines Vous n'aimez pas celui de Bordeaux? Oui, c'est ça, oui. Et certains ont même le courage de maintenir des crèches. Alors en général, elles sont plutôt teintées politiquement, mais là aussi, voilà, on est dans une période qu'on appelle la trêve des confiseurs.
tout ça vient de loin, tout ça véhicule autre chose qu'une connotation religieuse. Finalement, la fête de la lumière qui est un peu marquée avec la naissance et cette idée de famille. Tous ces messages qui sont là sont des messages que je trouve très positifs, très bienveillants. Ils font du bien. Et je trouve que ceux qui ont le courage de continuer à maintenir ces traditions qui viennent de loin, eh bien, il faut les féliciter, les encourager, parce que dans le contexte actuel et avec la vitesse à laquelle les choses changent, je ne sais pas pendant combien de temps encore on pourra s'enorgueillir d'avoir ces sapins et ces crèches. Eh bien, la mairie de Marseille, qui est dirigée, comme chacun sait, par la gauche et les écolos, a gardé, heureusement, tous ses sapins. Ah bah, très bien. C'est entouré de poubelles. Attendez, soyons un peu plus précis. Les crèches, il n'est pas question qu'il y en ait dans les hôtels de ville. Enfin, les crèches, c'est dans les églises. Voilà, très bien. Il y a des villes qui le font, il y a des hôtels de ville. Il y a des villes qui le font. Bon, encore très peu. Il y a Béziers, vive les sapins. Ménard, bon, voilà. Allez, vive les sapins. Vive les sapins. La crèche n'est pas un symbole d'extrême droite non plus. Chacun ne transforme pas en symbole d'extrême droite. Chacun à sa place. Il faut Vous répondez, Jérôme ? Oui, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jérôme, c'est un symbole d'extrême droite, la crèche ? Non, mais je dis qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Moi, j'avais un coup de gueule sur ce qui s'est passé hier. La plaque du square Samuel Paty qui a été dégradée à Paris à peine 2 mois après son inauguration. Des tags avec le mot islamiste qui ont été affichés sur cette plaque. Donc Florence Berthoud, qu'on connaît bien à Sud Radio, a décidé de porter plainte et la plaque a été immédiatement nettoyée. Je note qu'Anne Hidalgo aussi a condamné avec la plus grande fermeté, dit-elle, cette dégradation. Oui, Arnaud ? Ça me paraît légitime, c'est le moins qu'on puisse attendre de Madame Hidalgo, là, en l'occurrence. Ce qui est surprenant, c'est ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs, ça traduit quand même... Si vous voulez, ce genre d'acte traduit les fractures de la société française, clairement. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui... a péri dans les conditions que l'on sait, une mairie qui décide de rendre hommage à sa mémoire et qui appose une plaque. Et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, cette plaque est détruite, abîmée. En fait, c'est le mot islamiste, victime d'attentats, victime du terrorisme islamiste, c'est l'islamiste qui a été viré. Il faut savoir nommer les actes. Il est victime, en effet, d'un terroriste qui était un terroriste islamiste. C'est la réalité. On ne peut pas transformer la réalité. Donc je crois que non, c'était plutôt Valérie, compte tenu du contexte qui règne aujourd'hui, parfois dans le débat public. Oui, Jérôme sur ce sujet, vous avez tout dit et Arnaud a tout dit sur le sujet de la plaque de Samuel Paty, mais moi je voudrais dire que ça fait des années que tous les ans, le square Isaac Rabin à Paris est effectivement vandalisé. La plaque est vandalisée tous les ans. Et j'en profite pour dire qu'on attend aussi... Rabin est le symbole de la paix, en tout cas il a essayé entre les Israéliens et les Palestiniens, non. On dégrade la plaque d'Isaac Rabin tous les ans à Paris. Et j'en profite pour dire que la statue de Voltaire n'est toujours pas revenue, qu'est Voltaire. Je ne sais pas ce qu'attend la mairie de Paris. De ce qu'on m'a dit, elle a été nettoyée, elle est sous une housse dans un hangar au nord de Paris. Je ne sais pas pourquoi cette statue de Voltaire. Paraît-il que la mairie craint d'autres dégradations, mais je trouve ça assez pitoyable également. Allez, on se retrouve dans un petit instant. On va parler des 500 signatures d'Éric Zemmour et puis des décisions du gouvernement en matière de Covid. À tout de suite. Les débats avec vous, avec Alexandre Malafaye, Arnaud Benedetti, Jean-Luc Benamias et Jérôme Dubus. Je voulais qu'on revienne donc sur les déclarations d'Olivier Véran qu'on peut écouter. C'était ce matin. Écoutez. Est-ce qu'il faut aller plus loin et mettre en place des mesures de restriction de circulation dans cette période particulière ? Ce sont des questions que nous nous posons chaque semaine. Et chaque semaine, nous disons aux Français, avec le niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui, nous considérons que ça c'est important, la vaccination en l'occurrence. Ça peut être discuté, mais nous ne le choisissons pas aujourd'hui. Mais nous reviendrons devant vous s'il y a d'autres informations. Couvre-feu, restriction de circulation, c'est possible. Tout est sur la table toutes les semaines depuis des mois. Voilà, donc accélération du calendrier en ce qui concerne le pass vaccinal. En revanche, pas de couvre-feu en vue pour l'instant, c'est ce que dit Olivier Véran.
Je n'entends rien. Ah, vous nous entendez? Si, c'est là, bon. oui. Oui. Alors, donc Olivier Véran a annoncé que tout était sur la table, mais que pour l'instant, pas de décision. Jean-Luc? C'est de pire en pire à chaque fois. Hier, on a entendu Monsieur Attal demander à ceux qui avaient entre 20 et 40 ans de ne pas se réunir dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. On coupe en tranches les générations. Alors, c'est les enfants, puis après, c'est les gens comme moi qui sont retraités, au-delà de 65 ans. On va jusqu'où avec tout ça? C'est totalement anxiogène. Alors, pour des gens qui ont une vie relativement équilibrée, j'ai cette chance-là, je pense qu'on arrive à passer au-delà. Pour des gens qui vivent dans des difficultés, ce côté anxiogène successif de jamais dire les choses à l'avance, parce que ce que j'ai écouté d'Olivier Véran, ce qu'il vient de dire, c'est que tout est possible. Ce côté anxiogène dans la société, et qui malheureusement n'est pas que français, je ne sais pas jusqu'où on va aller dans une société de ce genre. Parce que ce qu'on sait par ailleurs, c'est que qu'on soit vacciné, alors je le dis à l'antenne, je le dis régulièrement, oui, j'ai fait ma 3e vaccination, je ne vais pas courir aller faire la 4e dans 3 mois. Je suis comme beaucoup de gens. À ce niveau-là, c'est quoi ce vaccin? Ok, il y a moins de danger quand on est vacciné, mais qu'on n'aille pas dire aux gens qu'on ne peut pas contaminer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut contaminer quand on est vacciné. Alors tout ça est une complexité absolue. C'est très compliqué. Ça rend une société dans l'angoisse permanente, et il est très mauvais dans une société de vivre dans l'angoisse permanente. Oui, Arnaud Benedetti sur le discours politique, parce que Jean-Luc parle d'or, je partage totalement ce qu'il vient de dire. Alors bon, à la décharge du gouvernement, et c'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels ils argumentent en permanence, c'est qu'on n'est pas les seuls à se retrouver dans cette situation, et on voit que la réalité, c'est que la plupart des gouvernements quand même tâtonnent. Mais moi, je suis frappé par une chose, si vous voulez, mais je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est quand même la capacité de la société à accepter à la fois tout un ensemble de mesures qui quand même mériteraient peut-être d'être discutées un peu plus qu'elles ne le sont. Et puis surtout, si vous voulez, parler des contradictions finalement de la communication. Parce que le discours sur la vaccination, moi je l'entends. Je suis comme Jean-Luc, je suis vacciné. D'ailleurs, je vais faire ma 3e dose tout à l'heure. Donc, la réalité, c'est que quand même, le discours qui était quand même qui était le discours véhiculé en début d'année, c'était de dire, et c'est ce qu'a retenu, je pense, une grande partie de l'opinion publique, c'est qu'avec la vaccination, on allait sortir de cette situation, et qu'on allait sortir finalement assez rapidement de cette situation. La réalité, force est de le constater, c'est que certes, la vaccination semble, en tout cas, réduire les formes graves, mais que pour l'instant, on n'est pas sorti de cette situation. C'est que le virus continue à circuler, qu'il y a des gens qui sont vaccinés, mais qui sont contaminés et qui peuvent être contaminants. Donc, moi, ce qui, je pense, mériterait d'être interrogé, c'est jusqu'à quand, finalement, l'opinion publique va accepter d'être, in fine, maltraitée de la sorte. Parce que quand même, il y a une forme de maltraitance, et une maltraitance psychologique, une maltraitance verbale parfois aussi. Moi, je suis quand même très choqué par un certain nombre de propos qui peuvent être tenus parfois, soit par les gens sur les plateaux de télévision, soit parfois même par les responsables politiques, par un certain nombre de ministres. C'est quand même un sujet qui, à mon sens, se pose problème. Et de même que la question des libertés publiques. Je trouve que la question des libertés publiques, elle est évacuée en 15 secondes. On voit que sur le pass sanitaire, aujourd'hui, le gouvernement est en train, malgré tout, de reculer parce que les partenaires sociaux ont fait comprendre, et notamment les entreprises, que finalement, ils n'étaient pas là pour, d'une certaine manière, opérer des quasi-pouvoirs de police. Mais on va voir d'ailleurs dans le projet de loi, lors de la discussion, parce que moi, je pense que le pass sanitaire va revenir dans la discussion parlementaire. Je pense que là, actuellement, on a une espèce de retrait tactique de la part de l'exécutif, mais que ça va vite revenir. Donc, tout ça crée un climat, en effet, à la fois anxiogène et pas très sain, je trouve. Mais attends, si je puis me permettre, d'abord, l'affaire est extrêmement compliquée. Elle est compliquée pour tous les gouvernements, mais ce n'est pas une excuse. Si je puis me permettre, les vrais responsables dans cette affaire,
ce sont les gens qui ne sont pas vaccinés. Si vous voulez. Moi, il y a 20% de la population aujourd'hui française qui ne veut pas se faire vacciner. On leur a laissé 1 an, ça fait bientôt 1 an que la vaccination est en cours. Ça a commencé en janvier 2021 de cette année. On va arriver en janvier 2022. On constate qu'il y a encore en gros 20% de la population qui n'est pas vaccinée. C'est parfaitement inadmissible. Tout le monde sait aujourd'hui. Ça change. Il y a 7 ça change. Si je peux dire. Alors laissez-le terminer. Je voudrais terminer. Merci. Il y a 7 milliards de gens qui ont été vaccinés. On arrive presque à 8 milliards de gens. Il y a aujourd'hui qui ont été comptabilisés, une centaine de cas mortels de ces vaccins, quels qu'ils soient, parce que Moderna, Pfizer, c'est à peu près la même chose, et des vaccins non ARN, c'était aussi à peu près la même chose, les mêmes conséquences. Donc, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que ce vaccin est dangereux, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'il laisse des séquelles, on a un vaccin et on a la chance de l'avoir, profitons-en. Moi, je dis encore à ceux qui ne sont pas vaccinés, faites-le, car vous êtes en train de mettre en danger la société, et ce n'est pas le gouvernement qui vous prive de liberté, c'est vous qui vous privez de liberté les autres. Et quand on attaque la liberté d'autrui, on attaque sa propre liberté. Et ces gens ne se rendent pas compte de leur responsabilité. Moi, j'ai toujours été pour l'obligation vaccinale depuis le début de cette affaire. J'ai l'impression qu'on va y arriver un jour ou l'autre. Et j'appelle les gens solennellement qui ne sont pas vaccinés à le faire le plus rapidement possible. Il y a des vaccins, il y a des centres, il y a des créneaux. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Alexandre Malafaille, vous voulez répondre? Moi, juste avant de dire une chose, j'ai des médecins réanimateurs donc qui sont dans leurs hôpitaux avec les malades, qui m'envoient régulièrement le bilan de la nuit. Donc, dans un hôpital français, en région, vous avez aujourd'hui un taux d'occupation des lits de réanimation de 97%. Il y a 54% de Covid et sur les 54%, 83,3% de non-vaccinés. Donc, le problème, il est là. Le problème est que les non-vaccinés sont ceux qui, aujourd'hui, sont ceux qui foutent le système en l'air. Je sais que ça ne va pas plaire, mais c'est ça aujourd'hui la réalité de l'hôpital. Oui, mais enfin, il y a quand même, Valérie, il y a une hypocrisie. Oui. Je suis pas d'accord avec Jérôme, il y a une hypocrisie du gouvernement. Le gouvernement, dans ce cas-là, avait qu'à décréter la vaccination obligatoire dès le début. En la matière. Aujourd'hui, il y a une façon, c'est une espèce de en même temps totalement hypocrite qui consiste à la fois à ménager une partie de l'opinion publique, qui est une opinion publique qui serait plutôt en effet défavorable au vaccin, quoique quand même ça a considérablement diminué, et en même temps de montrer qu'on veut avoir une politique extrêmement volontariste dans la lutte contre le virus. Il fallait dès le début, dans ce cas-là, être dès le début clair et explicite, rendre la vaccination obligatoire, ça n'a pas été fait. Alors Alexandre, je voudrais qu'Alexandre puisse s'exprimer. Je pense qu'Alexandre, vous n'êtes évidemment pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Dubus. Je suis plutôt en ligne avec ce que dit Jean-Luc et également Arnaud. Je pense effectivement que la stratégie actuelle, qui est une espèce de tout vaccin et quand même quelque part masque une espèce de fuite en avant, parce qu'on a l'impression que la vaccination va régler définitivement le problème et ça n'est pas vrai. Et l'autre problématique à laquelle on est quand même confronté, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on est face, pas du tout dans un schéma classique qui est celui qu'on avait avec la grippe. Vous savez, quand la grippe était dans l'hémisphère sud, on avait le temps de voir quelle était la nature du virus, de fabriquer des vaccins et de vacciner les populations à risque à l'automne chez nous. Et notamment les populations à risque, c'était ça la stratégie vaccinale par rapport à la grippe. Et là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, puisqu'on a vu arriver le variant Omicron il y a quelques semaines, et il est déjà dans la totalité du monde. Et on voit bien en effet que le vaccin actuel marche moins bien. Donc de fait, il va falloir réenchaîner sans doute, si on continue avec le développement d'Omicron, avec une nouvelle séquence de vaccination, avec un vaccin qui aura été adapté. Et en attendant, vous aurez peut-être une nouvelle génération de virus qui va émerger. C'est-à-dire cette espèce de stratégie-là, c'est une fuite en avant qui masque effectivement un pari qui est peut-être pas un pari gagnant. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, le gouvernement se dit on va continuer. Mais jusqu'à quand? Et je suis d'accord, il y a un problème de débat public qui n'existe pas sur toutes les questions qui touchent aux libertés, qui touchent à l'organisation, qui touchent au choix. Moi, je suis parfaitement d'accord que les gens se fassent vacciner. Je suis totalement hostile au fait qu'on oblige les gens à se faire vacciner. On ne peut pas obliger les gens. Et le chantage social associé à il y a des pays qui vont le faire. Il y a des pays qui vont le faire. L'Autriche est une démocratie, l'Allemagne est une démocratie. Pas tous en même temps. Soyons sérieux.
pas sereine, parce qu'on est dans un contexte de peur sanitaire. On a fait peur aux gens depuis 1 an et demi, et donc le débat est stérilisé. D'ailleurs, aucun leader politique, en dehors, on va dire, des formations de type droite ou autre, ou Zemmour, personne n'ose débattre de ces questions-là. Non, Zemmour est pour la vaccination aussi. Et les seuls débats, ils ont lieu dans le Conseil de défense, c'est à huis clos. Donc je dis que Mais non, il y a eu des débats devant le Parlement, enfin soyons sérieux. Tout ça est faux. Allez, ça c'est clair, et que la vaccination des enfants qui commence, je ne sais pas où on met les doigts, mais je pense qu'on commence vraiment à jouer avec le feu. Il y a eu des centaines d'heures de débats devant le Parlement. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va changer de sujet. On va parler peut-être de cet appel hier d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a fait une vidéo, qui s'est adressé en vidéo au maire de France. Écoutez un extrait de ce qu'il disait. Cher maire de France, le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi, et il est même possible que je n'obtienne pas ces parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis. Vous avez le pouvoir de donner la parole à des millions de Français. Utilisez-le. Aidez-moi. Ne vous laissez pas voler cette élection. Voilà, donc il craint de ne pas avoir ces 500 signatures. Du côté du RN, c'est extrêmement compliqué également. C'est ce que nous disait Monsieur Jacobelli, qui est chargé de récolter les signatures. Il disait que c'était très compliqué. Alors, c'est ce que vous disiez depuis le départ, hein, Jean-Luc Benamias. Encore une fois, il faut rappeler la règle. Elle est ce qu'elle est, on peut la changer, on peut en discuter. La règle, c'est que l'ensemble des élus qui ont le potentiel de signature, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas reçu ce qui doit arriver par l'État, c'est-à-dire le vrai formulaire de signature, qui arrive, je le rappelle, je le répète, 1 mois avant l'élection présidentielle. Qu'aujourd'hui, il s'agit de promesses. Un maire, un élu qui peut signer plusieurs promesses, ou n'en signer aucune. Donc aujourd'hui, panique à bord, évidemment dans un certain nombre de groupes, parce qu'en dehors de très grandes formations qui disposent de suffisamment d'élus, en gros 3-4 formations et pas plus, les autres sont en train de chercher. Je rappelle toujours, j'ai été directeur de campagne de Noël Mamère en 2001-2002. J'ai eu la fin des signatures, j'en ai eu 524 au lieu de 500 dans les 3 derniers jours. On ne peut pas dire que Noël Mamère soit un inconnu, on ne peut pas dire qu'il fasse peur à grand monde. En tous les cas, c'est une grande gueule, certes, mais bon, voilà. Et donc, c'est extrêmement, je dis ça positivement. Mais à l'époque, il y avait l'anonymat, Jean-Luc. À l'époque, il y avait l'anonymat. Ça ne change rien. Nous avons affaire à des élus qui sont des gens qui sont fait élire en se positionnant dans leur commune, petite commune, grande commune, moyenne commune, ou conseillers régionaux, députés et autres. Voilà. Le système est ce qu'il est. Je trouve incroyable, d'ailleurs, de cette déclaration aujourd'hui, car je serai Éric Zemmour, je ne le suis pas, heureusement pour moi, merci. C'est dans 2 mois qu'il faut faire ça. Maintenant, ça ne sert à rien, sauf à continuer à faire part des continue. Voilà. Mais la pression de rien, Arnaud, puisque de toute façon, ça ne sont que des promesses. Non, mais je pense que c'est très compliqué. Moi, alors Arnaud Benedetti. Moi, je pense que c'est très compliqué pour lui aujourd'hui, quand même. Hein. D'abord, il y a une question qu'il faut se poser toujours, c'est quel est l'intérêt pour un élu, quel qu'il soit, de aujourd'hui, finalement, parrainer un candidat à la présidentielle. Ouais. Il y a à peu près 0 intérêt, si ce n'est que éventuellement se faire critiquer par un certain nombre de ses collègues parce qu'il va parrainer tel ou tel candidat. Donc déjà, ça c'est un premier point. Moi, ce que je crois aujourd'hui savoir de la récolte, de ce qu'on me dit, des signatures, des promesses de signature, c'est qu'en effet, il est très en retard. Il est très en retard parce qu'il ne dispose pas, contrairement quand même au Rassemblement national, d'un tissu d'élus, parce que je pense que le Rassemblement national n'aura pas de difficulté
à avoir ces 500 signatures. Mais Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est un homme sans élu, c'est un homme sans parti, c'est un homme qui, en plus, a pris des positions qui, d'une certaine manière, sont quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, très clivantes, et qui, donc, amènent un certain nombre d'élus, de maires, de conseillers départementaux à s'interroger sur la nécessité ou l'opportunité qu'il y a ou ne pas à le parrainer. Bon, après, ça pose quand même un problème de fond. C'est-à-dire que quelqu'un qui est crédité entre 12 et 14%, alors certes, les sondages ne sont pas l'élection, mais qui est crédité de 12 à 14% des intentions de vote ne puisse pas être candidat, ça pose quand même un problème. Ça pose un problème et une question sur le fonctionnement du système. Oui, parce qu'on a Jean Lassalle, juste Jean Lassalle et Fabien Roussel qui, eux, sont crédités d'un peu plus de 2% des voix chacun, qui, eux, n'ont pas eu de problème à obtenir leur signature, visiblement. Oui, Valérie, attendez. D'aucuns considèrent qu'Asselineau, aujourd'hui, aurait plus de 500 promesses de signature. Plusieurs choses. D'abord, Jean Lassalle a eu ses signatures la dernière fois parce qu'il a, auprès d'un certain nombre de maires ruraux, une certaine cote. C'est comme ça. Et donc, il a récupéré un certain nombre de signatures sur ces maires ruraux. Ça peut se reproduire cette fois-ci, effectivement. Bon, deux choses. D'abord, le système, tout le monde le connaît. 500 signatures avec le fait que quand vous signez, vous devez effectivement rendre public votre signature. Tout le monde connaît cette règle. Éric Zemmour compris. Moi, je souhaite que tous ces candidats sérieux, et Éric Zemmour est un candidat sérieux parce qu'il incarne, on en pense ce que l'on veut, mais il incarne, c'est pas ma tasse de thé, mais il incarne quand même un courant de pensée, et donc il doit pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Je suis persuadé, pour ma part, je ne partage pas le pessimisme d'Arnaud, je suis persuadé qu'Éric Zemmour aura ces 500 signatures. Oui, parce que les mais par quel... Mais comment Il y a un certain nombre de gens qui auront intérêt à lui donner et vous verrez qu'au dernier moment, il aura ses 500 signatures. Même s'il va pleurnicher jusqu'au bout, comme le faisait Jean-Marie Le Pen. Je rappelle qu'il y a eu une élection où Jean-Marie Le Pen n'a pas pu avoir ses 500 signatures. On était passé de 100 à 500. C'était en 1981. Toutes les fois, il les a eues. Il les a eues peut-être au dernier moment, mais il les a eues. Donc il faut arrêter de pleurnicher là-dessus. Il y a un cas, je viens de le citer, où il n'y a pas eu ces 500 signatures. Je suis persuadé qu'Éric Zemmour les aura. Je suis persuadé qu'il sera candidat. Et je suis persuadé qu'il lui faut, comme pour tous les autres d'ailleurs, plutôt 700 promesses, 800 promesses que 500. Ça c'est sûr. Donc il nous dit qu'il est à 350. Il va falloir qu'il multiplie en 3 mois le nombre de ses promesses. C'est parfaitement faisable. Pour moi, c'est parfaitement faisable. Donc, quand il se victimise une fois de plus, c'est la technique Jean-Marie Le Pen. On connaît ça par cœur. En réalité, au dernier moment, on arrive à avoir ces 500 signatures. Alors, il y a plusieurs choses, Alexandre, je vous donne la parole. Olivier, l'auditeur, nous dit qu'il y a chantage de subventions de la part des départements et régions de gauche. Quand on veut parrainer certains candidats, l'anonymat était plus juste. On entend ce que vous dites, il aura ses signatures, mais comment et qui, par quel miracle, entre guillemets, les aurait-il? Ou on sait très bien que parfois, il y a des coups de pouce qui sont donnés de la part du pouvoir en disant à certains maires, allez-y, parrainez-les parce qu'on a besoin qu'il soit candidat, que ce soit pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc je ne sais pas ce que le gouvernement attend aujourd'hui. C'est complètement artificiel. Non, ça peut être aussi de LR, ça peut être d'autres partis politiques, pas seulement du pouvoir. Pourquoi du pouvoir ? Pour voir qui a intérêt à ce que Zemmour ait ses signatures. Alexandre Malafaille. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que je crois vraiment que le système qui a été mis en place historiquement et qui a été modifié au fil du temps est quand même un véritable parcours du combattant pour ceux qui veulent se présenter à la présidentielle. Il y a trop de contraintes. On en a rajouté en effet avec cette problématique de l'anonymat. Ça, je pense que franchement, c'est pas loyal et ce gouvernement se serait grandi à revenir en arrière de ce qu'avait fait le précédent gouvernement. Sur ce sujet, c'est un vrai problème. Il y a un autre sujet également, c'est la problématique du financement de la vie politique française. Il y avait des engagements au début de ce mandat, de ce quinquennat, qui n'ont pas été tenus sur le financement de la vie publique, parce que les candidats, une fois qu'ils ont leur signature, après, peuvent à ce moment-là commencer à véritablement chercher des emprunts, mais tant qu'ils n'ont pas leur signature, aucune banque ne prête. Donc ça pose une espèce de problème d'œuf et de poule qui est clair. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Et là, rien n'a été fait malheureusement dans ce domaine-là, et c'est très dommage. Il y avait des promesses.
Et le troisième point, c'est que je pense qu'en tout cas, pour revenir sur la question des règles qui permettent à un Français ou une Française de se présenter devant leurs concitoyens, eh bien, il y a peut-être besoin de faire vivre aussi un peu de modernité. Je pense qu'on pourrait par exemple imaginer que un citoyen qui obtient avec un site sécurisé via France Connect 1 million de signatures de parrainage des Français devrait pouvoir lui aussi être candidat à la présidentielle. Ça permettrait de régler toutes les problématiques de difficultés qu'on a aujourd'hui avec ce système qui est quand même et opaque et très contraignant et très coûteux, parce qu'il faut imaginer aussi la mécanique à mettre en œuvre pour aller chercher 500 signatures. C'est un investissement phénoménal et qui n'est pas en plus avec une garantie de résultat. Vous auriez demain quelqu'un qui dit « moi j'ai 1 million de Français qui sont d'accord pour que je me présente » et je dis le chiffre d'1 million n'est pas débile, parce que si vous divisez la population française par 36 000 communes, on tombe, et que vous remultipliez après par 500, on tombe sur 930 000. Donc ça permettrait effectivement d'avoir un échantillon représentatif français qui dit voilà, celui-là est intéressant, on y va. On aurait donc 2 moyens de se qualifier pour participer à la présidentielle. Je crois qu'on a besoin d'aller vers quelque chose de plus encourageant et de cesser ces barrières qui ont été mises en place et renforcées par les partis au pouvoir. Alors, il faut rappeler que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a relevé la barrière. Parce que la barrière initiale, le général de Gaulle était à 100 signatures. C'est Giscard qui, en 1976, a décidé qu'il faudrait 500 signatures d'élus pour pouvoir être légitimement candidat à l'élection présidentielle. C'est pas tellement surprenant venant d'un orléaniste, d'une certaine façon. Les orléanistes ont toujours été assez favorables au sens. Mais est-ce qu'il y avait plus de candidats? Est-ce qu'il y avait plus de candidats, Arnaud, à l'époque? Non, il n'y avait pas plus de candidats. Non, il n'y avait pas plus de candidats. Je ne crois pas en 65. J'ai plus en tête le nombre de candidats en 65, mais je veux dire, on ne devait même pas avoir une dizaine de candidats en 1965. Ça n'empêche pas. Le record mais ceci dit, c'est vrai que la barrière des 500 rend pour un certain nombre de candidats l'exercice plus difficile. Bon, le record de candidats, je crois que c'était 2002. Ils étaient à peu près une vingtaine. Donc en réalité, je l'ai rappelé, historiquement, il y a eu un cas, celui de Jean-Marie Le Pen en 81, qui a été empêché. Tout le reste, tous les autres candidats ont pu avoir leurs 500 signatures. Je rappelle quand même les chiffres. Il faut rappeler que c'était un Front National qui n'était pas au niveau en 1981 du niveau qui va être le sien dans les années qui vont suivre. On marque une petite pause de pub et on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. On a 2 auditeurs qui voulaient réagir à notre débat tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. On évoquait donc l'appel hier d'Éric Zemmour au maire de France. Il a besoin de ces 500 parrainages. Il n'en aurait que 300. Est-ce qu'il les aura? Est-ce qu'il faut réformer ce système? On en parle avec vous. On a 2 auditeurs en ligne avec nous. On a Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vos invités. Bonjour. Alors moi, je pense que, en fait, c'est incroyable comme quoi les gens ont plus de mémoire. En fait, c'est Monsieur François Hollande et son gouvernement avec Monsieur Macron, qui était déjà dans ce gouvernement, qui ont cadenassé déjà une chose qui était déjà bien cadenassée avant, mais là qui en rendant public les signatures des maires, je crois que c'est là l'origine du mal. Donc en fait, du coup, ça fait un déni de démocratie. Je vous imagine pas que M. Zemmour n'ait pas ses signatures. J'imagine pas ce qu'on est devenu déjà. On avait l'histoire de la proportionnelle, qui est carrément une honte pour notre démocratie, que des partis qui arrivent au second tour n'aient pas des groupes de députés. Et là, en plus, on rajouterait ça. Mais ça serait honteux pour tout le monde. C'est honteux. Et c'est le système qui se recroqueville. C'est-à-dire comme on disait, M. Giscard d'Estaing, il a fait ça. Ça n'a fait que se recroqueviller parce qu'ils ont peur d'une nouvelle concurrence. On arrive à son paroxysme aujourd'hui et il se recroqueville. Bientôt, ils seront 2 si ça continue. Donc c'est honteux pour notre démocratie. On n'est plus une vraie démocratie. On n'a plus ce régime est autoritaire. Je suis désolé, mais c'est un régime autoritaire. Oui. Alors, et Philippe, qui n'est pas démocratique. Voilà. Alors merci Philippe d'être intervenu. Mais ce qu'on disait, c'est que au final, il y a des consignes qui sont données. Enfin, je pense que c'est le cas, pour que les candidats qui sont représentatifs puissent les avoir. Donc il y a quand même une forme d'hypocrisie. On a Pierre en ligne. Alors Pierre, vous êtes aux côtés de Jean Lassalle. Donc c'est intéressant de vous avoir. Jean Lassalle, il les a ces signatures. Mais il les a quasiment. Moi, ce qui me paraît bizarre,
pense que vos invités ont un petit peu le même discours, c'est-à-dire qu'ils souhaiteraient presque que M. Zemmour ait ses signatures. Or, pour moi, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est que où on considère que les élus de la République, qui sont donc les maires, représentent le peuple, et si aujourd'hui ils ne souhaitent pas donc donner leur signature pour M. Zemmour, c'est que derrière, ils se méfient peut-être de lui ou de la façon dont il va travailler, et donc en effet, c'est une façon de protéger le peuple sur un candidat potentiel qui arriverait comme ça à l'improviste. Ou alors on considère que ce mode de sélection n'est plus d'actualité, et à ce moment-là, en effet, il faut modifier donc cette façon de procéder pour sélectionner le candidat, et on pourrait par exemple demander à chaque préfet d'organiser un tirage au sort où on sélectionne 50% des maires pour que ces maires-là soient imposés de choisir un candidat, donc un candidat parmi la liste bien sûr des candidats qui se présentent, pour qu'au moins on n'ait plus ce problème qui se pose chaque année ou tous les 5 ans. Oui, enfin Pierre, sur les 36 000 maires de France, vous ne pensez pas qu'il y a 500 maires qui sont sympathisants d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen? Bah oui. Vous ne pensez pas qu'il y a un autre problème qui est celui des représailles qu'on évoquait tout à l'heure? Parce qu'il n'y a pas que les maires. Oui, il n'y a pas que les maires en plus, donc c'est 42 000 élus qui peuvent parrainer. Vous voyez, on était encore loin. Donc, très franchement, je pense quand même que, justement, si M. Zemmour était extrêmement bien organisé, je pense que les 500 signatures, il les aurait. Or, c'est parce que, justement, il n'est pas assez connu et il n'est pas assez, je veux dire, on ne connaît pas réellement son programme. Connu, tout le monde le connaît, non? Mais c'est le cas, Pierre, c'est le cas de... C'est le cas... Pas tous en même temps, c'est le cas... C'est le cas, Pierre, également au RN. Je le sais. Au Rassemblement National, il y a pratiquement un maire sur deux qui avait signé, qui aujourd'hui ne veut pas, à cause des représailles, à cause des menaces qui pèsent sur la suite, sur les subventions. Alors on va revenir en studio, en plateau. Qui veut réagir à ça? Jean-Luc. Cette histoire de représailles, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je voudrais bien avoir un seul exemple de représailles d'un maire local qui pourrait publier des représailles qu'il aurait eues. Sérieusement. Écoutez, on va vous en trouver pour la prochaine fois. Attendez, il faut quand même remettre un peu les choses il faut remettre un peu les choses en place. Qu'est-ce que c'est que 500 signatures? Pas tous en même temps. Attendez, Jérôme parle et après... Oui, allez-y, Jérôme. Il faut quand même remettre un peu les choses en place. Il y a 42 000 élus qui peuvent parrainer en France. Exactement. Quand vous demandez 500 signatures pour être candidat, ça représente 1,17% de l'ensemble des 42 000 élus. 1,17%. Si vous n'êtes pas capable de rassembler 1,17% des élus, comment voulez-vous rassembler des voix après sur les Français? C'est quand même un peu bizarre. Donc moi, je dis à notre interlocuteur, 1, Zemmour aura ses parrainages, j'en suis persuadé. 2, Marine Le Pen aura ses parrainages, et vous aurez l'ensemble de ces gens qui seront candidats. Donc arrêtons de nous affoler sur ce sujet. Simplement, Alexandre a raison, il faut revoir le système parce que, à mon avis, il a vieilli, c'est clair. Et l'affaire des citoyens, c'est pas complètement idiot, c'est même pas idiot du tout. Mélenchon voulait 100 000 personnes, ça me paraît très juste, mais 1 million ou 900 000, ça me paraît plutôt bien. Ouais. Alexandre Malafaye. Ce qui est très inquiétant dans ce que disait le premier auditeur, lui, il a l'impression, il a une perception qu'on est maintenant dans un régime autoritaire. C'est une perception. Je ne crois pas qu'on soit dans un régime autoritaire, grand Dieu, mais il y a une dérive qui peut préoccuper parce que c'est plus compliqué et en effet, on a parfois le sentiment quand même qu'il y a des barrières à l'entrée et qu'il y a des pressions et qu'il y a des contraintes et je suis plutôt d'accord avec ce que dit Valérie. Et cette perception de régime autoritaire, malheureusement, c'est pas le fait d'un seul de vos auditeurs. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont plus confiance dans la classe politique, qui n'ont plus confiance dans le système. Et ces petites manœuvres entre amis à Paris pour nous bidouiller le système et qui donnent le sentiment que ça complique encore la vie de ceux qui veulent tenter leur chance. À une époque où on parle de parole citoyenne, d'initiative, de faire confiance, de travailler avec les Français, ça renforce ce lien de défiance. Et je crois que là-dessus, on a besoin... Ça s'appelle tout simplement ce qu'on connaît depuis maintenant 20 ans, 25 ans, c'est la crise de la représentation. Le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne se retrouvent plus dans les offres politiques qui sont les offres politiques qui leur sont proposées. Enfin, attendez, au présidentiel, vous avez 15, 17 candidats à chaque fois, il faut arrêter. C'est la montée de l'abstention. Mais non, mais attendez, au présidentiel, vous avez à chaque fois 15 ou 17 candidats. Vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas représentés. C'est pas vrai. Ils finissent par l'être, mais on voit bien.
Je vous renvoie dans un certain nombre de régimes qui sont vraiment autoritaires. Vous avez plus de 50% des Français qui ne participent pas aux élections législatives. Mais le pas système représentatif, c'est d'abord la démocratie. C'est pas sûr. Je parle des présidentielles. Au présidentiel, vous avez 75 à 80% de participation. Vous ne pouvez pas dire que ça intéresse pas les gens. On va voir lors de ces prochaines élections. Quand vous avez 15 ou 17 candidats, vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas représentés. C'est pas vrai. Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de la situation de Claude Guéant. Est-ce qu'il y a un acharnement ou pas? Est-ce qu'on veut faire un exemple de Claude Guéant qui va passer Noël en prison? Je rappelle, il a 77 ans. Qu'il soit allé en prison parce qu'il n'avait pas payé sa dette, c'est une chose et la justice fait son boulot. Maintenant, une fois qu'il a payé sa dette, est-ce qu'il doit rester en prison au-delà de cela? Est-ce que le juge qui dit qu'il examinera la requête le 19 janvier est bien objectif? Je sais pas, on peut se poser la question. Quelqu'un a une... Oui, Alexandre. On n'a pas tous les éléments qui ont mis le juge à embastiller Claude Guéant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui a amené le juge, après peut-être moult mise en garde Non, mais bien sûr. à un moment donné, voilà, ils vont le chercher. L'autre, il disait qu'il n'avait pas les moyens. Maintenant, quelques jours après, il paye. Je me demande si en effet le juge n'est pas en train de dire, ben voilà, vous avez joué toutes les cartes de la procédure pour bloquer, pour pas payer, et maintenant, on va jouer toutes les cartes de la justice qui prend son temps pour réexaminer le dossier. Je pense qu'il doit payer quelque chose comme ça, parce que sinon, c'est vrai que c'est paraît bizarre. Ouais. D'accord avec ça, totalement d'accord, Alexandre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que Claude Guéant n'est pas allé un peu trop loin dans le côté je suis intouchable? Étant intouchable, la justice ne peut pas régler les problèmes. Voilà. Après, moi, je me félicite jamais que des personnes très âgées, voire très âgées, restent en prison. Ça n'a pas un intérêt. Simplement un mot là-dessus. Sur le fond, d'abord, il paye pour un système qui était en place depuis des années. Bon, donc ça, malheureusement, c'est tombé sur lui, mais d'autres pourraient être mis en cause. Sur les primes dans les ministères, c'était monnaie courante, tout le monde le sait très bien. Oui. Bon, ça tombe sur Guéant, malheureusement, voilà. Mais sur le... Pourquoi malheureusement? Donc moi, parce que c'est lui qui a payé là, pour un certain nombre d'autres, personnellement. C'est personnel. Bon, et c'est un système qui était mis en place et organisé. Mais à titre personnel, moi, je voudrais dire simplement qu'il a eu un certain délai pour payer. Tout d'un coup, mais qu'il aille en prison, c'est une. Qu'il aille en prison, c'est une chose. Après, si vous allez en prison, Jérôme, on vous aidera peut-être à en sortir. Ben non, mais attendez, là, il y a une cotisation, d'après ce que j'ai compris. Il y a des anciens collaborateurs qui se sont cotisés, ils ont trouvé de l'argent, ils vont sortir M. Guéant de prison parce qu'il aura payé son amende. Mais enfin, et il y a des prêts qui existent, je sais pas, moi. C'est un peu le deux poids, deux mesures. Vous allez me dire qu'on peut absolument pas comparer, mais je lisais, c'est hier un article dans le Parisien sur des filières qui viennent des pays de l'Est, qui volent des pots catalytiques et qui cambriolent et qui attaquent les gens. Il y a un groupe qui a été arrêté. Ces voleurs professionnels avaient déjà été contrôlés la semaine précédente en Seine-Saint-Denis. Ils avaient été arrêtés, relâchés et ils recommencent. Donc là, oui. Attendez, on va pas pleurer sur Guéant non plus. C'est un ancien fonctionnaire, il a un traitement. Mais on voit bien que la justice n'est pas la même exactement pour tout le monde. J'ai aucune. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Enfin, il est pas à la rue, ce gars-là. Enfin, moi, je comprends pas. Non, il est pas à la santé. Il est à la santé. Il est à la santé, il n'est pas à la rue. C'est injusticiable. C'est injusticiable comme un autre, mais je trouve que voilà, la justice a parfois veut faire des exemples et visiblement on va pas pleurer sur Guéant. On va pas pleurer sur Guéant. Je m'interroge sur la justice. Il faut se souvenir qu'on revient de loin parce qu'il y a 30 ans, il y avait quand même une impunité absolue d'une partie du monde politique lorsque celui qui prenait un certain nombre de libertés avec les lois et les règles. Donc là, peut-être qu'il y a une espèce de retour de balancier qui peut paraître en effet parfois excessif, mais c'est une réalité aussi. Et puis il y a un rapport de force qui s'est instauré maintenant entre la justice et le monde politique depuis plusieurs décennies. Allez, merci à tous les quatre. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Et merci à vous d'avoir été là et de participer de façon sereine à ces débats. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve demain, toujours en direct avec vous.